Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Je suis Delphine Desjean, designer coloriste et doctorante au laboratoire Lara Sepia de l'Université Toulouse-Jean Jaurès. Merci d'être venus ce soir assister à cette rencontre qui parle de design, mais qui parle surtout de la question de la recherche, de l'expérience et de la pratique en design et design couleur. Nous vous proposons ce soir de réfléchir ensemble et d'échanger avec nos intervenants sur les différentes manières de faire de la recherche en design, que ce soit finalement sur le plan scientifique que sur un terrain professionnel. Souvent considéré comme un métier de création ou comme un outil à l'usage d'autres sciences, le design est aussi un terrain de recherche à part entière. Réunissant plusieurs formes d'expression, la question de la recherche en design est sûrement partagée par tous, par nos intervenants, designers ou chercheurs en design, mais aussi par vous. Le Quai des Savoirs aussi nous propose ce mois-ci de parler de design dans ce mois du design et de découvrir ce qu'est le design, à quoi il pourrait ressembler à travers donc 3 expositions. 2 expositions, on va dire, de lieux communs qui parlent d'objets design, d'espace design, et avec les observeurs du design et le zoom sur les jeunes designers. Et on a aussi une 3e exposition, l'exposition Supra, qui parle du design au service de la médiation scientifique. Alors, l'enjeu de cet événement n'est pas seulement d'opposer ces 2 démarches, mais peut-être de montrer qu'il existe une 3e voie à la jonction de ces deux démarches et qui pourrait faire de la recherche en design. Donc, qu'est-ce que réellement la recherche en design? Comment chercher et finalement trouver dans ce champ d'intervention? Et que signifie et que représente la recherche pour un designer? Pour aborder ces questions et essayer d'y apporter ensemble des réponses concrètes, je vous propose de débuter cette première partie de soirée avec l'intervention de 4 doctorantes, dont je fais moi-même partie, qui vont introduire leurs travaux de recherche et nous parler en tout cas de leur point de vue sur la question du design. Merci Delphine. Donc, je me présente rapidement pour commencer cette intervention. Donc, je suis Estelle Guéry, designer coloriste également et doctorante en 2e année au laboratoire Lara Sepia de l'Université Toulouse-Jean Jaurès et au laboratoire Laplace de l'Université Paul Sabatier. Pour vous parler un peu de ma thèse, moi je me concentre sur la question du design couleur et de la science de l'éclairage, le tout appliqué à la gérontologie. Donc ça va se traduire par la conjonction des méthodes du designer coloriste et du scientifique lumière, le tout au service de la personne âgée. Donc plutôt spécialisé sur la question de l'environnement visuel, c'est-à-dire ce qui va nous être donné à voir au quotidien. Je me concentre principalement sur la création d'ambiance grâce à la couleur et à la lumière. Donc parler d'ambiance, c'est parler d'émotion, c'est parler de ce qui nous entoure. Par exemple, ça peut être la lumière utilisée, la couleur de la lumière, les couleurs des murs qui vont nous entourer, pour faire court. Et l'idée, c'est d'accompagner les personnes âgées, donc à leur domicile, en maison de retraite, foyer logement et j'en passe, pour les sécuriser tout au long de leurs activités quotidiennes, mais également favoriser leur autonomie. Donc, cette pratique-là, elle se traduit par la notion de recherche appliquée qui, finalement, se traduit par une emprise sur le terrain, en l'occurrence le domicile des personnes, par exemple. Quand on parle de terrain, ça veut aussi dire qu'on parle de contexte particulier.
On parle des conditions de vie, on parle de l'histoire de vie finalement de la personne, quand on parle notamment de la personne âgée. Et l'usager est au cœur du dispositif. En ce qui me concerne, mes projets de design, qui se matérialisent donc par la création d'ambiance notamment, vont prendre forme grâce à des méthodes de conception, à des méthodes de création qui vont être mises en œuvre en collaboration avec les usagers, avec des designers, avec des scientifiques, en mettant en œuvre des méthodes qui vont être conjointes. Donc, par exemple, on va passer par l'observation, l'expérience, l'expérimentation pour amener la phase de projet. Et quand je parle de combinaison finalement de méthodes, combinaison de disciplines, c'est que par exemple, quand on considère l'expérience, ça appartient plutôt aux méthodes du scientifique, de l'ingénieur lumière, donc c'est-à-dire en laboratoire, comme on peut l'entendre au sens strict. Mais on va aussi parler d'expérimentation, et ça c'est une méthode qui est plutôt utilisée par le designer coloriste. Et donc, mélanger ainsi sciences dures et sciences humaines, ça permet de créer de nouvelles connaissances. On est à la recherche de nouvelles connaissances qui vont venir nourrir nos processus de conception pour toujours, enfin, sans oublier plutôt que nous sommes là pour agir, concevoir des projets pour l'usager à destination d'un individu en particulier, tout en prenant en compte ses besoins ainsi que son environnement. Donc, la recherche appliquée, notamment en design couleur et sciences de l'éclairage, ça va être une combinaison des disciplines, une combinaison des connaissances qui vont venir nourrir la pratique de projet pour arriver à des projets, à des terrains d'expérimentation complexes, mais qui vont déboucher sur finalement une recherche de l'usage. On va chercher à répondre à un usage en particulier. Donc, que ce soit grâce à une pratique théorique ou... pratique et théorie, pardon. Le sens même de ces projets-là, c'est l'usager. Donc ça, c'est une pratique dans laquelle je me définis. Donc je vais maintenant laisser la parole à mes collègues qui, à leur tour, vont vous présenter d'autres méthodes et d'autres façons de lier design, science, etc. Merci à vous. Alors, moi, j'ai une question toute simple à vous poser. Avez-vous déjà observé avec attention les couleurs de votre région? Puisque finalement, qu'on soit implanté dans un milieu urbain ou dans un milieu plus naturel, les couleurs participent à la définition d'une identité territoriale, à la compréhension du lieu dans lequel on vit et dans lequel on habite. Et c'est d'ailleurs en approchant ce territoire-là à la fois comme un terrain de recherche, mais aussi comme un espace d'expérience, de pratique du quotidien, que je détermine ma pratique de jeune chercheur et de design couleur. En créant de nouvelles méthodes d'investigation, dont vous parlez Estelle, au contact de différentes disciplines, j'envisage le design en fait comme un processus de création transversale, à la croisée d'une expérience interdisciplinaire. Alors, à différence peut-être des autres secteurs de recherche plus communs que vous avez l'habitude d'ailleurs de voir ici au Quai des Savoirs, cette forme-là de design s'apparente à une forme en réseau. Un réseau urbain, un réseau territorial. Et c'est le croisement de toutes ces méthodologies et toutes ces identités de recherche qui font partie du design. Alors, ces disciplines, quelles sont-elles? Donc, on a le design, bien entendu, mais on peut avoir aussi, et dans mon cas, la géographie, l'ethnologie ou la sociologie, et j'en passe. Donc, le regard de coloriste que je porte en tant que jeune chercheur sur le territoire me permet en fait de me confronter à lui à travers des couleurs que j'observe, que je saisis, mais aussi que je réenvisage dans un nouveau terreau de recherche, de création, et qui détermine ce que pourrait être une nouvelle géographie de la couleur. Au quotidien, le designer s'entoure de pratiques, de différentes disciplines, mais il s'entoure aussi d'outils.
Et pour ma part, je fais référence à l'outil de la palette, similaire à celle utilisée par le peintre, qui vient en fait comme ça rassembler toutes les couleurs prélevées dans un terrain d'intervention, qui sont disposées, parfois mélangées, mais en tout cas prêtes à atteindre et prêtes à recolorer un tableau, et qui en fait ont cette capacité-là de faire apercevoir ou de faire entrevoir en tout cas toute la notion et la dimension poétique que renferme cette notion de recherche en design. Donc si on reprend le support outil palette, on peut finalement voir que toutes ces couleurs disposées sur un même plan font écho à toutes ces disciplines qui sont interrogées par le design. Et dans ce cas-là de projet de recherche, on peut vraiment se demander si on parle de palette de couleurs pour le designer ou si on parle de palette de recherche au service du design couleur. Bonsoir à tous. Donc pour ma part, je m'appelle Sophie Lapec. Je suis également doctorante en 4e année au laboratoire Lara Sepia. Je suis designer coloriste dans un secteur un peu particulier qui est celui du design sensoriel. Donc qu'est-ce que le design sensoriel? C'est un secteur issu du marketing. Il invite les sens, nos sens, donc l'ouïe, le toucher, la vue, l'odorat ou encore le goût, au cœur d'un processus de conception permettant d'évaluer et de créer des émotions particulières aux usagers. C'est grâce ou à cause de cette discipline que vous allez choisir tel objet ou tel packaging plutôt qu'un autre, mais vous n'en avez même pas conscience. Pour ma part, j'ai l'opportunité de faire ma thèse en entreprise, ce qui est un peu différent de mes collègues. Donc au sein d'une communauté de communes dans le nord-est de la France, en Argonne, très exactement dans la ville de Sainte-Ménéhould. Ce territoire argonnais développe depuis plusieurs années un projet d'identité chromatique. Il mise sur la couleur comme forme innovante de redynamisation afin de créer de l'emploi et de développer des dispositifs entrepreneuriaux, culturels et touristiques. Cependant, il y a une question qui leur est souvent posée: pourquoi la couleur en Argonne? N'ayant pas de gisement d'ocre naturel comme dans le Roussillon ou encore de pastel comme dans le pays voisin de Cocagne, cette question peut paraître légitime. Et c'est là que donc mon travail intervient. C'est afin de répondre à cette problématique que mes recherches s'orientent vers l'étude du territoire à travers la couleur et les sens. Il s'agit de relever l'identité sensochromatique de l'Argonne par le biais de pratiques propres aux sciences humaines, donc à l'image de mes collègues, à partir de la sociologie, de l'ethnographie. C'est vraiment étudier le territoire spécifique. Donc l'histoire, les paysages, la culture, les métiers sont une richesse d'informations définissant l'identité du territoire et formant un terrain de recherche et d'expérimentation. La création d'une base de données permet de concevoir une méthodologie adaptative permettant de faire des relations entre la couleur, les sens et les différents facteurs donc relevés au sein de ce territoire. Ainsi, cette base de données me permet de créer un imaginaire collectif fondé sur des relevés identitaires réels, finalement. Donc, à travers ma recherche et ma pratique en design, je deviens l'interprète d'une histoire. Je crée un discours qui valorise Sainte-Ménéhould. Cette fiction est vecteur de lien avec sa population, ce qui est très important puisqu'elle est intégrée à part entière dans le projet, puisqu'elle s'approprie, elle vit, elle raconte et elle diffuse cette histoire et aide ainsi à la crédibiliser et à faire que ce mythe coloré finalement devient réel au sein de ce territoire. Donc sachez que demain, l'Argonne sera la capitale des couleurs, du moins c'est mon objectif. Faire ma thèse en entreprise, c'est l'opportunité de travailler directement sur le terrain, ce qui me permet de mettre concrètement en pratique mes recherches et d'en mesurer les enjeux et les impacts. Mon travail s'implante dans un milieu politique et économique, ce qui est parfois très complexe puisque c'est complètement à contrario du travail de designer. Donc mon rôle est également de trouver un terrain d'entente, un langage universel pour que tous les facteurs en fait, de ce projet, aussi bien les politiques que la population locale ou encore les élus, tout ça, puissent parler du même vocabulaire couleur, finalement. Donc cette transversalité m'offre l'opportunité de développer une problématique sur la posture du designer-chercheur et la place de ses recherches en entreprise.
Cette recherche portée par l'action permet un passage entre le milieu de la recherche, dont sont issues les méthodes et les outils que j'expérimente, et le milieu professionnel où l'on développe et adapte ces méthodes finalement à travers une pratique de projet. Voilà, je vous remercie. Bonjour, je m'appelle Nathalie Viard, je suis designer coloriste et je suis spécialisée en cosmétique. Dans le cadre de ma thèse, j'ai fait le choix en fait, de m'intégrer dans une entreprise, donc d'être dans un milieu industriel pour y concevoir du maquillage et trouver des réponses à des questions que je me posais tout le long de mes études. Donc, les questions que je me soulève sont de l'ordre de la conception, de l'application dans un milieu industriel et du statut du designer coloriste dans cette structure. Le lien entre l'industrie et la recherche universitaire se fait à travers ma démarche et mon profil finalement de doctorante. La conception pour le projet se nourrit de questions et de réponses établies à la fois par la recherche et par la pratique. La confrontation de la théorisation ou de modèles d'expérience me permet d'ajuster mes propos de chercheuse. La recherche m'aide à concevoir, innover, et me sert aussi à prendre du recul parce que des fois c'est vraiment très difficile dans le milieu industriel. J'envisage en partie l'innovation par la rencontre des disciplines. C'est la raison pour laquelle je me suis installée en laboratoire de chimie, de recherche et développement cosmétique. Au quotidien, donc, je suis en relation avec ces fameux chimistes et il faut bien arriver à communiquer. Donc, ça veut dire que j'ai dû apprendre leur vocabulaire, j'ai dû faire en sorte d'arriver à me faire comprendre et ça a été tout un travail qui est autant de mon côté que de l'autre côté. Donc, au moins, ça me permet aussi au quotidien et même à apprendre à expliquer un petit peu mon travail à des gens qui ne connaissent pas du tout le métier de designer. Donc l'expérience pour moi, elle se situe à différents niveaux. D'abord, c'est me mettre en action pour le projet dans un milieu spécifique. Et après, c'est aussi de me réapproprier des outils qui n'ont pas été du tout créés par des designers. Donc à savoir prendre le temps d'être en laboratoire, de voir qu'est-ce que c'est un mélangeur, un rendering. Là, quand je vous parle, je pense que ça ne vous parle pas du tout. Voilà. Donc le tout, en fait, ça me sert à acquérir de nouvelles connaissances pour créer mes propres outils. Donc, je suis un cas un peu particulier d'un designer coloriste qui se situe justement dans ce milieu de la chimie. Et mon but, ça serait de faire un peu étude de cas dans le but de pouvoir ouvrir à d'autres personnes et d'autres profils qui pourraient être peut-être similaires aux miens. Enfin, je porte quand même un regard de plasticienne, parce que je ne reste pas moins designer malgré cette intégration dans le laboratoire de chimie. Et en fait, par rapport à ce qui se fait dans l'industrie marketing, je dirais, il y a des catégorisations de consommateurs. Moi, par rapport à ça, je me les réapproprie et en fait, j'y mets une certaine poésie, mais qui m'est vraiment propre. Donc, mon but, c'est d'attraper les mots et les couleurs, les matières, d'en faire un univers qui m'est propre. Et avec tout ça, je vais créer mes propres, je vais les réinterpréter dans tout ce qui va être de la cosmétique, donc dans le laboratoire de recherche et développement. Donc à partir de ça, je vais venir expérimenter et finalement recréer à partir de cette matière qui est le maquillage. Donc ma démarche, je la trouve comparable à celui du peintre, tout simplement parce que le peintre, il est en atelier, comme je peux être en laboratoire. Et à partir de ça, je vais créer des œuvres uniques. Mais bien sûr, comme c'est le milieu industriel, il faut penser à la reproduction. Je vous remercie. Merci Estelle, Sophie et Nathalie pour cette introduction et ce à quoi pourrait ressembler finalement tout le panel des métiers de designer. Je vous propose maintenant de passer à cette deuxième partie de table ronde pour recevoir nos intervenants invités. Et en tout cas, laisser la parole à des personnes qui sont soit du milieu du design et de la recherche confirmées ou qui ont des carrières professionnelles déjà bien implantées dans le milieu toulousain. Donc, je vous propose de les accueillir. Céline Caumont, bonjour. Vous êtes professeure des universités à l'Université Toulouse de Jean Jaurès. Vous êtes également responsable de l'équipe CEPIA, du laboratoire Lara CEPIA. Mais au-delà de vos recherches autour du design, vous accompagnez du moins les institutions
autour de la conception en projet de recherche, en développement et aussi en innovation en design couleur. En quelques mots, est-ce que vous pourriez nous expliquer votre rôle de designer-chercheur dans ce milieu de la recherche? Bonsoir, merci Delphine, qui est en l'occurrence une de mes doctorantes, donc. Et merci. Alors pour répondre à la question, le design en tant que tel et en tant qu'enseignement est assez récent au regard d'autres disciplines. J'entends par là par rapport à la géographie, à l'histoire ou à d'autres matières enseignées à l'université, le design ou même dans les écoles, le design est assez récent. Ce qui fait que pour les entreprises, le designer a un statut un peu hybride, voire encore inconnu. Et c'est peut-être même le propre du design que de ne pas avoir de définition de métier en tant que tel. À quoi je sers? Bon, à plusieurs choses, j'espère. Mais en l'occurrence, pour répondre à la question, je sers à essayer de faire le lien entre les entreprises, les chercheurs de différentes disciplines et finalement les usagers pour qui le design est créé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire familiariser les entreprises, quelles qu'elles soient, de la petite entreprise, j'entends par là même le milieu artisanal, à la grande PME, au fait que le design est un vecteur important et qu'il ne doit pas être pensé comme une esthétique uniquement, mais comme quelque chose qui prend naissance au début d'un projet, voire d'une idée. Je pense que je peux m'arrêter là pour l'instant. Très bonne première introduction. Xavier Rollier, vous également, vous êtes docteur en art appliqué depuis 2015, mais avant ça, vous êtes aussi une professionnelle du design couleur, puisque vous œuvrez notamment pour la qualité esthétique des villes, la création d'ambiances chromatiques, au sein de l'agence Nakara. Alors, qu'est-ce que c'est être coloriste designer plutôt au sein de cette entreprise? Alors, bonjour à tous, merci pour cette question. Alors vous avez bien fait de dire colorist designer, puisque je me qualifie de colorist designer, et vous toutes, j'ai remarqué, c'est designer coloriste. Donc, alors ça peut faire rire certains, mais dans mon agence, la couleur est au cœur des projets, elle est centrale. Et nous sommes une agence pluridisciplinaire qui peut intervenir, alors effectivement sur la valorisation des villes, mais aussi dans le cadre de pratiques industrielles, dans la conception de gamme, voire l'accompagnement à la réalisation de bâtis contemporains, par exemple, dans des quartiers nouveaux. Être colorist designer, aujourd'hui, c'est être réellement pluridisciplinaire, être ouvert au dialogue, mais être aussi vraiment expert d'un domaine spécifique, qui est un domaine de niche, et on se bat beaucoup aussi pour valoriser, pour faire connaître ce métier. Et ce métier, je pense, est mal connu. C'est assez dommageable, mais je pense qu'avec les nouvelles générations, voilà, on va travailler pour que ce métier soit mieux connu. Et c'est un métier de transition, c'est un métier de dialogue. Et le quotidien de ma profession, c'est aussi de dialoguer avec les différents porteurs de projets, qu'ils soient un maire, qu'il soit un designer, on va dire un ingénieur, qu'il soit un industriel. Et chaque moment de dialogue est un dialogue singulier. Et nous travaillons aussi à construire cette expertise-là. Merci. Pierre Dubourg, vous aussi, bonsoir. Vous êtes titulaire d'un master en design. Vous avez d'abord fait vos armes dans un studio parisien à Rick Lévy pendant quelques années, avant de travailler aussi bien pour des maisons d'édition que pour des industriels ou autres clients. De retour à Toulouse, comment définissez-vous votre métier de designer, ou en tout cas, qu'est-ce que vous cachez derrière ce terme de designer, sachant que vous êtes aussi face à deux designers coloristes à côté de vous? Donc, après, la question portée sur la géographie, je ne pense pas qu'il y ait vraiment, qu'on soit designer ici ou ailleurs, la profession, enfin, pour moi, elle reste la même. Et pour qualifier le métier de designer, moi, je parlerai pas, je parlerai plutôt d'une façon de réfléchir aux choses, parce que finalement, peut-être contrairement à Xavier qui mettait l'accent sur une spécialité,
Moi, je préfère me dire que j'ai un bagage, une expérience et une façon de réfléchir qui me permet et qui me donne envie de ne pas forcément me cantonner à un seul milieu, mais de pouvoir intervenir sur plusieurs échelles d'objets, sur peut-être des espaces et sur plusieurs échelles de clients, que ce soit des entreprises, de l'industrie ou des artisans ou des particuliers. Donc le fait d'être à Toulouse, c'est sûr que c'est un peu plus difficile, ça ne rend pas le métier moins intéressant parce que les clients, ça dépend vraiment du client, donc c'est pas évident. Mais bon, aujourd'hui, avec les moyens de communication, il y a beaucoup de navettes qui se font avec Paris, donc il n'y a pas trop de soucis là-dessus. Je vais me servir de votre réponse pour introduire la première thématique, qui est faire de la recherche dans la conception de projets design. Finalement, vous représentez, ou en tout cas vous avez la posture qui est la plus proche de celle que l'on se représente d'un designer. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer à quoi ressemblent vos différentes démarches de projet, ou en tout cas, par quoi passe cette réflexion et cette recherche lorsqu'on débute un projet? Alors, la recherche, j'aimerais bien redéfinir ce terme pour moi parce que c'est un peu compliqué. J'ai fait donc un Master 2 et dans un cadre universitaire, on nous demande de faire de la recherche dans laquelle je ne me suis pas nécessairement reconnu. Ça a été très laborieux pour moi. Peut-être parce que j'ai un bagage qui est beaucoup plus et une appréhension qui est beaucoup plus pragmatique. Donc dans ce cadre-là, moi je dirais que la recherche, c'est plutôt pour moi un terrain qui va être balisé par mes compétences et mon bagage que j'ai accumulé au fur et à mesure des expériences, ma sensibilité et aussi la demande du client. Donc la recherche pour moi à travers un projet de façon très pragmatique passe beaucoup par le dessin. Ça passe par le dessin. Donc là, les images que vous allez voir défiler, ce sont des croquis de recherche par rapport à une chaise qui a été dessinée pour un artisan de la région. Donc il avait dessiné une table et sa demande était de dessiner une chaise qui fonctionnait avec la table. Donc ça, ce sont tous les croquis de recherche. La recherche, pour moi, passe beaucoup dans le dessin. Parce que le dessin, c'est une expression, c'est peut-être le moyen le plus rapide d'exprimer sa pensée en ayant pour point de mire l'objet. Donc en fait, là vous avez vu défiler une succession de dessins. Ça, c'est encore un dessin. Les dessins que vous avez vus, c'était des dessins préparatoires à celui-là. Ça, c'est le premier croquis que j'ai présenté à l'artisan quand on a collaboré sur ce projet-là. Donc le dessin, c'est vraiment un vecteur pour moi de recherche, en sachant que j'ai une connaissance de la matière, mais je n'ai pas une connaissance absolue. Le bois, ça n'est pas mon métier. J'ai pu accumuler des informations au fur et à mesure des projets que j'ai faits qui me permettent de dessiner et d'appréhender l'objet, sans pour autant pouvoir dire que j'ai la solution de tous les montages et de savoir si ça va tenir exactement, si ça va exactement être fait comme ça. Donc après, je pense que le dessin, dans ce cadre-là, me permet d'essayer de plusieurs solutions et d'y répondre rapidement. Après, le dessin là, ça va être un vecteur de discussion avec l'artisan et justement, c'est à ce moment-là que la recherche elle continue. C'est-à-dire que pour moi, ce n'est pas quelque chose que je vais faire seul dans mon coin de façon hermétique. Et la recherche elle continue avec la personne qui va devoir mettre en œuvre, entre guillemets, ce que j'ai dessiné. Donc là, on démarre un dialogue sur comment je vais avoir de nouvelles informations sur un potentiel montage. Donc moi, je vais refaire des dessins, je vais refaire des recherches. Et ça va être un aller-retour entre moi et lui, jusqu'à ce qu'on trouve une solution qui lui permette, lui, de pouvoir construire l'objet et que moi, je sois garant de l'esthétique que nous avons validée ensemble. Donc ça, c'est une photo de détail du produit et c'était vraiment l'accent sur cet accoudoir-là. Donc voilà.
Merci. Xavier Ollier, dans le cadre de votre entreprise, donc Anacara, est-ce qu'il existe justement ces étapes préparatoires au projet? Est-ce qu'elles peuvent s'apparenter finalement aux démarches que peut mettre en place Pierre, ou comment est-ce que cela s'exprime? Alors, chez Nacara, nous envisageons le projet vraiment comme un chemin, une traversée plus longue, peut-être moins instinctive. Nous sommes, donc je représente une entreprise de 6 personnes, hein, donc voilà, je parle aussi pour toutes mes collègues, puisqu'on est 6 femmes. Et donc notre méthodologie de projet est vraiment ancrée dans ce que je qualifie d'une posture de recherche appliquée, à savoir un travail en lien, toujours en lien, et qui appelle de longues recherches. Et quand je dis de longues recherches, ce sont des recherches livresques, ce sont des recherches d'archives, ce sont des recherches historiques sur l'identité d'un lieu ou d'une entreprise, ce sont des recherches de veille, toujours bien sûr focalisées autour de la couleur et du matériau. Mais la grande qualité, on va dire, de notre travail, et aussi son grand défaut, c'est le labeur et c'est le temps que nous passons sur les projets, parfois trop long au regard des budgets que nous avons annoncés au préalable, mais toujours avec voilà, cette envie d'aller chercher, entre guillemets, là où justement le client ne sera pas allé chercher, même s'il connaît bien l'identité de son entreprise, ou là où la communauté de communes, ou là où la commune ne serait pas plus allée fouiller depuis longtemps dans les archives, ou dans les interstices d'un mur, ou derrière une porte. Donc pour nous, la pratique de projet, elle passe par cette longue recherche, et ensuite on va passer de ce travail-là à un travail d'invention, un travail de création, qui peut être plus instinctif et qui pourra peut-être à ce moment-là se rapprocher finalement de ce que fait Pierre. Mais nous avons besoin, avant ça, de faire ce travail d'investigation. Est-ce que justement ce long travail dont vous parlez est toujours bien perçu par vos interlocuteurs? Est-ce qu'ils en comprennent réellement les enjeux, ou certains, face finalement à cet environnement dont nous faisons partie, ont tendance à ne pas comprendre ce temps-là nécessaire et à vouloir directement entrer dans une phase de conception et d'invention? Alors, je pense que je vais vous rassurer et vous inquiéter en répondant à cette question. Je pense que quand le budget nous le permet et que nous avons ce temps d'investigation, c'est toujours très bien reçu par le client. Et c'est vraiment un gage d'expertise. Cependant, il existe aussi de nombreuses fois où nous n'avons pas le temps d'investiguer de cette façon-là, où le client n'a pas le budget nécessaire pour qu'on puisse appliquer ce type de méthode. Et donc, on travaille effectivement sur des projets, on va dire, avec différentes temporalités. Et parfois, on est obligé un petit peu de survoler, on va dire, ou d'inventer nos propres fictions. Donc là, on invente aussi des façons, entre guillemets, de passer un peu outre cette méthode, mais qui nous est chère. Et si on pouvait, on le ferait vraiment à chaque fois. Donc ce n'est pas forcément une incompréhension, mais c'est un monde qui va vite, où il faut répondre vite, où il faut être extrêmement réactif, extrêmement... voilà, enfin, on connaît ce monde, puisque c'est vraiment le monde d'aujourd'hui. Et donc, bien souvent, le client n'a pas le temps. Il veut l'expertise, il la souhaite, mais il n'a pas forcément le temps de la voir venir ou de nous laisser cet espace-là. Donc avec Xavier et Pierre, on a d'abord abordé cette notion de recherche-projet. Céline, comment la recherche-projet se manifeste en milieu universitaire, avec notamment vos étudiants, mais comment est-elle perçue aussi par l'ensemble des interlocuteurs? Alors, avant de répondre à cette question, je voudrais juste faire un petit point sur la question du design. Parce qu'on pourrait penser, à juste titre, qu'il y a différents modes de penser, justement, le design.
C'est un terme qui est utilisé aujourd'hui par tous et par tout le monde, dans tous les terrains disciplinaires, que ce soit la recherche, le projet ou le tout commun. Et ce qui est important de savoir, c'est que là, ce qu'on est en train de dire, c'est un exemplaire d'une manière de penser le design. Mais il y en a bien d'autres. On peut le penser de manière ingénierie, enfin, via l'ingénierie, on peut le penser via la langue, le langage, via les usages, etc., etc. Ça veut dire quoi? C'est un terrain qui est aujourd'hui partagé par tous, et souvent à design, on colle deux termes qui sont soit interdisciplinaires, soit transdisciplinaires. Ma posture, je suis plasticienne et je viens des arts appliqués, on va dire les grands-parents de ce qu'on appelle design aujourd'hui. C'est un terrain particulier qui aborde la question de l'art, la question des savoir-faire, la question de la culture, la question de l'humain, la question de l'usager dans le sens justement de création de sens et de valeur. Donc mon discours est déjà presque engagé, c'est-à-dire que j'ai déjà une manière de penser le design. Donc ça, je voulais le dire parce que de fait, quand on pense et quand on tente à l'université de transmettre des choses par le design, on le fait de deux manières, via ce qu'on appelle des cours magistraux, c'est-à-dire de la théorie, ou via ce qu'on appelle de la pratique. Et là, pour le coup, justement, le terme pratique n'est pas un terme qui signifie projet. La pratique, c'est l'expérimentation, c'est la manière personnelle d'apporter un peu de soi dans un projet de création. Et à un moment donné, quand on va parler de design, donc de territoires qui derrière ont des enjeux soit économiques, soit politiques, enfin vous avez vu quelques exemples de ce que peut être le design, on va passer à un autre mode, on va passer de la pratique à la question du projet. Et donc, enseigner le projet, pour rebondir, c'est transmettre des valeurs qui sont propres à une croyance disciplinaire. Donc, me concernant, je resterai une éternelle art plastique, art appliqué. Et je tente d'amener ça vers des questions peut-être plus d'ordre sociétal. Parce que finalement, le design, il est né de ce qu'on appelle le bien-être. Au départ, c'était pour améliorer le quotidien. Alors, c'était beaucoup l'usage domestique. Et puis, petit à petit, ça a gangréné, si je peux me permettre, dans le bon sens du terme, tous les terrains. Et finalement, le design est devenu quelque chose aujourd'hui où on mélange à la fois ce qu'on appelle la low-tech, donc des choses plutôt propres à l'artisan, et la high-tech, c'est-à-dire des nouvelles technologies. Enseigner le projet, c'est enseigner finalement qu'on va rentrer dans un cahier des charges. Et ce terme-là, il est clé. Parce qu'un cahier des charges, c'est une contrainte. Et finalement, le profil de designer, à l'intérieur, il va soit être, on va dire, un peu plus tourné vers un ingénieur, c'est-à-dire il va tenter de répondre à un cahier des charges en fonction de ses savoirs, ou alors il va être designer-chercheur, voire plutôt praticien-chercheur, parce que ça aussi, il y a une dualité. Hein. On pense qu'on ne peut pas produire et créer quand on est penseur, soit on pense, soit on fait. Et ça, c'est très européen finalement comme manière de penser. Et nous, on essaie finalement de faire et de créer, de penser et de créer en même temps. Ça veut dire qu'on va transmettre, finalement, on va essayer de transmettre des imaginaires, ou en tout cas de créer des imaginaires, c'est-à-dire la capacité qu'on a, nous, en tant que praticiens en art, à transmettre des valeurs via des objets, des usages de demain, ou d'aujourd'hui d'ailleurs, mais en tout cas qui seront utilisés par les autres demain. Donc en fait, on essaie d'apporter un peu de liberté dans un monde qui aurait tendance parfois à sectoriser un peu trop. Donc on cherche la faille dans le système pour finalement ouvrir les gens à penser, à réfléchir autrement. Et je crois que c'est ce qui a été dit par mes deux collègues, qu'il s'agisse finalement d'utiliser des outils différents, le dessin, c'est-à-dire qu'on a tous, enfin les designers pour la plupart, ont tous une pratique du dessin manuel, enfin on espère qu'ils ont encore leurs mains, à défaut de numérique, même si le numérique est aussi un outil. On essaie de modéliser des scénarios d'usage, comment on pourrait utiliser ceci, cela, comment on pourra envisager demain. Et puis petit à petit, on va fouiller, c'est-à-dire que finalement, pour moi, la posture d'enseignant-chercheur
en design et effectivement avec une coloration couleur qui me concerne, c'est d'essayer d'expliquer qu'il n'y a pas de designer défini en tant que tel, qu'au contraire c'est un peu un chef d'orchestre ou un chorégraphe qui va construire son tableau et son profil, et que tout profil a une place dans la société aujourd'hui et tout profil peut créer une place dans la société d'aujourd'hui. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que des métiers de designer, il n'y en avait pas avant, ou en tout cas on les appelait autrement, et que maintenant les sociétés, les entreprises, les universités, les écoles créent des formations et créent des postes pour ces gens-là. J'ai peut-être un peu divergé. Tout va bien. Je voulais quand même rebondir sur votre discours. Lorsque vous parlez en fait finalement de cette pas incapacité, mais en tout cas cette problématique qui se pose pour les designers, mais aussi pour les étudiants que vous encadrez, entre le secteur de la recherche et celui du faire et de la pratique, comment vous arrivez justement à communiquer, à les, enfin pas à les inciter, mais en tout cas à défendre cette posture-là? En fait, il y a deux manières de répondre à votre question. La première, c'est de dire que l'université est un endroit où on cherche. La deuxième est de dire que l'université est un endroit où l'on cherche, où l'on trouve, et où surtout où l'on s'ouvre, s'ouvrir aux autres. Ce qui veut dire que si je pars du constat, enfin de l'idée que le design peut être issu des arts plastiques et des arts appliqués, ça veut dire que le design est envisagé comme au point de départ par des praticiens et des gens qui ont une pratique, auquel cas je suis obligée de penser que je recherche en pratiquant. Cette manière de faire va, au fil des expériences, des rencontres avec d'autres disciplines, avec d'autres manières de créer, enrichir des profils et créer des profils. Auquel cas, cela veut dire que je me mets dans la posture d'expliquer aux gens, quels qu'ils soient, que ce soit des enseignants-chercheurs, des chercheurs, des industries, des politiques ou des usagers consommateurs ou publics, à voir comment on les nomme, je leur explique en fait ma démarche. Et la difficulté aujourd'hui, et merci pour cet événement du mois du design à Toulouse, parce que la difficulté c'est d'expliquer justement ce pourquoi le designer existe. Parce que beaucoup de choses ont été faites, parce que le terme est énormément vulgarisé, communiqué, et parce que derrière, vous avez des gens qui essaient de construire une discipline. Alors, c'est peut-être une discipline, c'est peut-être des sciences du design. Voilà, en fait, en fonction des universités, même des localités en France, la recherche en design ne signifie pas la même chose. C'est-à-dire que nous avons des entités, Paris, Nîmes, Bordeaux et Toulouse, et même au sein même d'une même ville, voire d'une même université, c'est le cas à Jean Jaurès, on a des postures différentes et des manières de penser le design différemment. Mais ça, c'est presque conflictuel pour certains, mais ça ne devrait pas l'être parce que c'est la même chose dans d'autres disciplines. On a des sortes de sociologie, des sortes d'anthropologie, donc pourquoi pas des sortes de manières de penser le design. Merci. Alors, dans votre discours et dans le discours qu'on a pu avoir aussi par les doctorantes, on entend aussi beaucoup parler d'autres disciplines qui ne sont pas forcément celles directement liées au design. Alors, j'ai une question pour Xavier Rollier. Comment on communique déjà dans une entreprise de designers? Puisqu'on parle de différents langages vis-à-vis de ces autres structures, mais est-ce que c'est facile finalement de communiquer même entre designers? Très bonne question. Alors, c'est comme dans la vie, hein, c'est parfois facile, parfois compliqué de communiquer entre designers. Par contre, je pense que, et ça je le souhaite, puisqu'il y a beaucoup d'étudiants dans la salle, je vous souhaite de travailler en collaboration, puisque la collaboration, ça fait tout. C'est extrêmement enrichissant, ça aide à créer, ça stimule tous les jours.
Donc associez-vous, montez des entreprises, travaillez ensemble. Et donc travailler ensemble quand on est différent, ben, en fait c'est un cadeau au quotidien puisque ça permet voilà, d'avoir des regards certes complexes mais complémentaires. Et en ce qui concerne mon expérience propre, effectivement, dans mon entreprise, il y a des personnes qui sont comme moi, passionnées de recherche, constamment dans l'investigation, dans le questionnement. Il y a des personnes qui sont très pragmatiques et qui, au quotidien, sont affairées, sont appliquées et qui nous apprennent aussi beaucoup. Il y a des personnes plus excentriques qui apportent aussi un brin de spontanéité. Et je pense que c'est aussi ce qui fait une richesse collaborative. Alors, ça n'est pas sans parfois incompréhension, parfois saute d'humeur, parfois discussion houleuse, mais c'est d'une richesse absolue. Donc oui, j'allais dire, même quand on est une entreprise de 6 personnes, eh bien, on peut être finalement une sorte de représentation de ce que pourrait être la recherche en design, je pense, d'une certaine façon. Et je pense que c'est très précieux aussi. Merci. Pierre, est-ce que justement pour vous aussi, alors vous travaillez en indépendant, donc je vais dire pas tout le temps tout seul, mais en tout cas vous avez une grande partie de votre travail qui est fait vraiment indépendamment, et vous êtes amené à travailler avec différents interlocuteurs, qu'il s'agisse de l'artisan, qu'il s'agisse de la maison d'édition. Comment finalement parler de design à travers toute cette palette de métiers qui gravitent autour de vous? Alors, juste pour démarrer, je travaille tout seul et ça, c'est pas évident. C'est un exercice qui est très compliqué. J'ai eu travaillé avec beaucoup de personnes, on était quasiment une dizaine à travailler ensemble. Donc là encore, moi, je reviendrai sur le dessin comme langage universel, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est... Enfin, quand tout le monde dessine, quand on veut parler de quelque chose, c'est enfin, voilà, faire un dessin, ça résout... Enfin, ça permet d'éviter beaucoup de paroles des fois. Et là, je me retrouve à travailler tout seul. Donc, non, mais c'est pas si drôle que ça parce que quand on travaille avec du monde, c'est très enrichissant. Il y a une vraie dynamique. Quand on se retrouve à travailler tout seul, c'est-à-dire qu'on a le retour de personne. Et donc, ça demande un travail sur soi et sur sa capacité à faire des choix qui est difficile. Mais je pense là, j'ai peut-être pas encore le recul, mais qui est très enrichissant aussi. Et pour répondre à la question, c'était... Comment parler de design vers tous ces métiers avec lesquels vous êtes liés? Après, moi, je parle pas de design avec les gens avec qui avec les personnes avec qui je collabore, c'est-à-dire avec les clients. Je pense que quand ils viennent me voir et qu'ils ont une demande, je pense que la problématique, on n'est pas autour d'une problématique à se demander ce qu'est le design. Et, enfin, voilà, on a un terrain de discussion qui est commun et qui est déjà établi dès le départ sur le projet. Donc je pense qu'il n'y a pas trop de problèmes à dialoguer. Peut-être que l'idée est la chose la plus complexe, c'est de convaincre par le projet et de faire passer une idée. Donc ça, faire passer une idée, ça va être par des représentations, mais ça va peut-être être aussi par une méthodologie de présentation. C'est pour ça que moi, je conserve toujours les phases de recherche dans une présentation, je les mets toujours pour que le client puisse voir le lien entre l'embryon de l'idée et une formalisation, alors que ce soit une image 3D ou un croquis un peu plus élaboré. Mais c'est que l'idée, c'est de lui montrer des points de cheminement. Et je pense que là où c'est intéressant, c'est quand on arrive à faire comprendre à la personne avec qui on dialogue, que ce soit un client ou une personne à qui on présente le projet, que lui arrive à faire le même cheminement que celui qu'on a fait. Et là, je pense que c'est gagné dans la mesure où lui il comprend un peu notre cheminement. Et si on arrive à l'accompagner sur cette réflexion-là, enfin, voilà, le projet il est bien mieux accepté et je pense que ça fonctionne. Merci. Je pense qu'on a déjà fait qu'on a déjà eu en tout cas un bon aperçu de ce que pourrait être le design, ou en tout cas vu par nos 3 intervenants. Je voudrais approcher une dernière notion
qui est peut-être plus propre à chacun d'entre vous, et notamment avec une question pour Céline Caumont. Vous avez dirigé la rédaction du livre Recherche-Action par la création artistique et design qui a été paru en 2016. Pouvez-vous nous expliquer comment cette recherche en design se pense conjointement à la pratique créative, à l'action dont vous parlez dans cette notion? Alors, l'idée de recherche-action, enfin l'ouvrage collectif qui a été réalisé, pose la question justement de l'opposition apparente ou existante entre l'idée de pratique et l'idée de pensée. J'essaie de faire simple dans l'explication, mais dans la recherche actuellement et dans les manières de penser la recherche en design en France, je parle bien en France, on a plusieurs écoles. Sous une entité qui serait plutôt recherche-projet, on va parler de création-recherche, de recherche-création, de recherche-action, enfin de différentes manières de faire. Ces manières, c'est soit on est praticien, enfin, vraiment je simplifie, soit on est praticien et on va parler de la pratique et de la recherche des autres, soit on est chercheur et on va interroger sa propre pratique. Bref, tout plein de postures différentes. Dans l'idée de recherche-action, qui n'est pas un thème propre au design, qui est bien plus ancien, c'est plutôt de porter la question de la posture. Alors la posture, je peux faire des jeux de mots avec l'étymologie latine, c'est la postura et finalement c'est la manière dont je me tiens. Alors je suis debout, je suis en couché, etc. C'est la manière dont je me tiens. Mais c'est aussi dans son deuxième origine latine dans la manière dans laquelle la disposition à penser. C'est-à-dire que je me mets en situation d'être en action, je me mets en situation d'avoir une éthique, je me mets en situation d'avoir une démarche qui engage derrière moi un faire. Et dans le faire, il faut que reflète ma manière de penser. Et ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que quand on commence à concevoir quelque chose pour les autres, ou même pour soi, on envisage non pas le résultat de la chose, mais le après. C'est-à-dire quelle réception, comment on va anticiper ce que va devenir ce que l'on fait. Ça pose la question finalement de l'usage, ça pose peut-être la question écologique dans certains cas, mais ça veut dire que finalement le projet de design ne s'arrête pas au moment où j'ai créé quelque chose, mais bien après. Et ça, c'est intéressant parce que finalement, on oppose souvent la posture ou la manière d'être et l'action. Et il y a un terme russe, alors désolé, je ne parle pas russe, donc je vais vraiment très mal le prononcer, qui se dit postupok, voilà, et qui, en russe, signifie que finalement, quand on se met en action, on est déjà dans une posture. Ça veut dire que finalement, dès que je montre mon doigt, dès que je mets un dispositif en place, je dois assumer les conséquences de ce dispositif. Et l'ouvrage dont vous parlez était un peu là-dessus, c'est-à-dire comment on peut penser à un moment donné que ce qu'on fait, il y a des conséquences derrière, et donc il faut peut-être penser à poser des méthodologies, parce que c'est un des problèmes de notre discipline. Finalement, on a beaucoup de gens qui pensent et qui font, et qui pensent et font en même temps, mais on n'a pas, et c'est peut-être aussi là notre espace de liberté, on n'a pas, comme justement le marketing ou autre, posé des manières de faire. Alors il faudrait le faire, tout en ne le faisant pas. Et c'est là où c'est un peu problématique, mais c'est important parce qu'aujourd'hui, on a des terrains autres, comme le marketing, justement, j'y reviens, qui finalement font le design à notre place. On a des ingénieurs qui font le design à notre place. Alors, je ne dis pas qu'ils le font mal, je dis juste que les gens qui viennent du domaine artistique ont des choses à dire et des choses à montrer et qu'il faudrait les écouter. Xavier Ollier, vous avez... Pardon, excusez-moi. Je vous laisse la parole. parole. Rebondis parce que
au-delà de tout ça, quand on parle recherche, au Lara Sepia, c'est-à-dire dans le laboratoire de l'Université Toulouse-Jean Jaurès pour lequel je travaille, on pense poétique. Alors c'est un terme qui est peut-être pas abordable pour tous, mais finalement, justement, la notion de phase, de temporalité a été évoquée souvent. La notion de dispositif, la notion d'outil a été aussi abordée. Et l'idée de poétique, c'est justement prendre le temps de regarder à chaque phase en train de se construire par quoi je passe et comment ça marche pour amener à une solution ou en tout cas à un projet final. Et finalement, peut-être qu'au-delà du design en soi, la question de poétique, qui n'est pas loin de poétique, comme certains penseurs l'ont démontré, est peut-être intéressante à remettre au goût du jour. Ma question va un petit peu dans ce sens-là, puisque Xavier Ollier, en fait, vous avez, en tant que chercheur, vous avez aussi contribué à cet ouvrage collectif. Est-ce que cette pensée, finalement, de la recherche-action, de la politique, peut se mettre en place dans une structure d'entreprise? Alors déjà, je vais juste essayer d'expliquer un peu ma vision de la recherche-action, parce que finalement, bon, Céline, elle a expliqué du point de vue universitaire, mais finalement, alors je vais parler de ma double casquette de chercheur et de professionnel, puisque moi, j'ai effectué une thèse après avoir fait 10 ans de métier. Et je pense que j'ai puisé, en fait, dans mon expérience professionnelle, la source, entre guillemets, d'un sujet de recherche. Et je pense que pour moi, la recherche-action, finalement, c'est ce processus qui consiste à vraiment se mettre en action, être sur le terrain, et sur le terrain, aller puiser, finalement, aller se ressourcer, se nourrir pour construire des sujets de recherche et surtout pour questionner son métier en tant que chercheur. Donc voilà, je voulais juste préciser parce que c'est un petit peu, c'est une forme entre guillemets de ce que peut être la recherche-action, mais en fait il y en a plein de formes, voilà. Et donc la deuxième question, c'était du coup... C'était comment ça peut se mettre en pratique dans une logique d'entreprise? Alors dans notre entreprise, donc chez Nacara, nous avons et nous défendons une part de notre travail que nous appelons le volet R&D, hein, comme ça se dit dans les entreprises. Et donc la recherche et développement en entreprise, c'est quelque chose que l'on peut valoriser. Alors, je vais dire bêtement, y compris financièrement, puisqu'on peut, via des aides de l'État, valoriser la part de recherche dans une entreprise. Alors, ce n'est pas quelque chose de très important, mais c'est quelque chose qui nous permet, en parallèle de notre activité, de continuer à communiquer à l'étranger, dans des conférences, etc., sur notre travail, d'une part, mais aussi, c'est une ouverture que nous nous donnons de pouvoir aussi inventer ou réinventer des modalités de projets. C'est-à-dire qu'un jour, on va avoir envie de développer une collection de motifs, par exemple, et on va décider de le faire, mais non pas commandé par un client, mais de notre propre chef et sous notre, entre guillemets, étiquette de recherche. Et donc, on va entreprendre un travail qui ne va pas durer une semaine, pas un mois, qui va durer peut-être plusieurs années, mais que nous allons envisager comme quelque chose qui fait partie de notre recherche appliquée à l'entreprise. Où nous allons créer un cahier d'inspiration, par exemple, sur lequel nous allons travailler pendant plusieurs mois, sans savoir si vraiment il y aura des retombées, entre guillemets, financières. C'est quelque chose qu'une entreprise, quand on est son propre, entre guillemets, associé, qu'on a sa propre gestion de l'entreprise, c'est quelque chose, bien sûr, qu'on peut mettre en œuvre. C'est difficile de le mettre en œuvre systématiquement quand on est accueilli ou salarié d'une entreprise. Mais il faut savoir que c'est très précieux parce que ça permet aussi d'ouvrir des portes et ça peut aussi déboucher vers des réalités financières, des bénéfices, etc. Et ça permet aussi de réinventer son métier tous les jours, puisque
ça permet d'approfondir ces méthodes et de les re-questionner continuellement. Donc c'est quelque chose que l'on cherche à faire, que l'on n'arrive pas toujours à faire, parce que parfois on est sous l'eau, parce que parfois c'est trop compliqué, mais c'est en tout cas quelque chose qui est quand même central dans notre, on va dire, esthétique de travail. Vous parlez de réinventer son métier. Est-ce que vous, Pierre Dubourg, puisque vous êtes, faut le rappeler aussi, vous êtes aussi chargé de cours de la section design à l'Institut supérieur Couleur Image Design de Montauban, est-ce que ce contact-là avec des étudiants en design qui sont dans une dynamique différente vous a permis, non peut-être pas de réinventer votre métier, mais en tout cas d'en tirer profit au bon sens du terme en quelque sorte? En volant des projets, c'est ça? Non, pas du tout. Non. Mais justement, d'être au contact de cette recherche pour le projet, pour le faire, et sans attente financière derrière, comme pourrait le penser Xavier. Alors, moi j'aimerais bien rebondir sur ce qu'a dit Xavier, parce qu'il y a une grosse part de mon travail que je fais à vide, entre guillemets. Quand je démarche des éditeurs, c'est des projets sur lesquels je travaille. Il n'y a pas de demande initiale. Et donc c'est de la prospection, donc c'est du temps que je passe, et souvent c'est des coups d'épée dans l'eau, mais ça permet de garder une pratique, ça permet d'avancer, ça permet de faire évoluer sa pratique. Concernant le contact avec les étudiants, moi ce que j'en retire et ce que j'en ai retiré vraiment au début quand j'ai commencé à essayer, pas d'enseigner parce que je ne suis pas pédagogue et que ce n'est pas mon métier, mais de transmettre ce que je sais, je préfère dire ça comme ça. C'est justement, ça m'a permis, enfin ça m'a obligé dans un premier temps à essayer de me connaître moi et de décortiquer ma méthodologie de travail pour essayer de la transmettre, même si elle n'est pas universelle, et c'est ce que disait Céline tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a X façons de pratiquer le métier. Moi j'en connais une, c'est la mienne, et c'est celle que j'essaie de transmettre aux étudiants à travers des projets fictifs ou des conventions d'études. Donc oui, ça m'a permis d'essayer d'avoir un retour sur moi et d'essayer de comprendre comment je fonctionnais pour pouvoir le découper en étapes de travail et essayer de le transmettre aux étudiants. Merci tous les trois pour vos interventions. Je vous propose maintenant de passer à un temps de questions. Alors dans la salle, où je sais qu'il y a des personnes aussi qui nous suivent en live. Je vous écoute. Attendez, on va vous passer l'université. Vous avez beaucoup parlé de la recherche en université, et je voulais savoir si, j'ai déjà un peu mon idée, mais je voudrais vous l'entendre dire, quelle serait la différence, quelle serait la place de la recherche, mais plutôt en école d'art ou en école de design. Quelle différence on fait? Effectivement, vous avez raison de souligner que la recherche ne se fait pas qu'à l'université. Et d'ailleurs, les lois en cours, je vais dire ça comme ça, qui ont commencé mais qui ne sont pas encore terminées, mettent un point d'orgue à affirmer de la recherche dans des écoles, quelles qu'elles soient d'ailleurs, d'art et de design. J'ai dit tout à l'heure qu'il y avait différents modes de pensée. Je pense s'il y a des écoles d'art et s'il y a l'université qui enseigne toutes deux en l'occurrence, le design et les arts, ça veut dire qu'il y a donc des approches qui sont différentes, divergentes, en tout cas complémentaires. Ce qui veut dire que la recherche, à mon avis, en école d'art est complémentaire avec la pratique de l'université. Maintenant, je ne connais pas assez les écoles d'art pour vous dire quelle différence je ferai de manière nette et précise, parce que déjà au sein même des universités, on ne recherche pas de la même manière. Ce qui est certain, c'est qu'on a des écoles en France qui sont déjà
vecteurs quand même des dynamiques qui ont des dynamiques internationales reconnues. Je pense à l'ENSI parce qu'on a quelques exemples derrière. C'est-à-dire qu'on a quand même des démarches de référence. Je pense que plutôt que chercher une définition du design, c'est plutôt effectivement des approches complémentaires qu'il faudrait arriver à définir. Et je crois que les écoles d'art ont quelque chose à dire là-dedans. Voilà. Et peut-être que c'est par les écoles d'art que la recherche doit naître et non pas par l'université qui accompagne les écoles d'art à penser à chercher, puisque c'est une des démarches aussi qui est en cours. Mais je veux bien votre réponse si vous en aviez soin. Y a-t-il d'autres questions? Alors, moi, j'aimerais savoir, est-ce que c'est facile ou est-ce qu'on arrive encore à garder une pratique quand on devient en fait designer dans un métier réellement? Parce qu'autant quand on est étudiant, eh ben, on nous incite à l'avoir, mais quand on devient vraiment designer en tant que métier, est-ce qu'on arrive vraiment à garder cette pratique, mais des pratiques qui pourraient nous être propres et qu'on n'investirait pas forcément après dans le milieu professionnel? Alors, j'ai pas très bien compris le sens de la question. Une pratique personnelle, vous voulez dire quelque chose qui soit totalement en dehors de l'université, du métier? Alors, me concernant absolument pas. Voilà. Mais je voudrais préciser que j'ai souvent cette question, est-ce que tu as un hobby, etc. Mais quand on a un métier qui nous passionne, on n'a pas besoin d'avoir un hobby, parce que notre hobby, c'est notre métier. Et après, quand on est, entre guillemets, me concernant, c'est compliqué, parce que je suis aussi plurimétier, donc c'est difficile pour moi d'avoir une activité par ailleurs. Après, comme tout le monde, oui, je pense qu'il y a des choses qu'on souhaiterait faire et qu'on n'a pas le temps de faire. Moi, je rejoins un peu Xavier là-dessus, sauf que, je sais, pour moi, c'est un tout. C'est-à-dire que oui, je veux dire, on fait pas du design jour et nuit. Forcément, qu'on fait des trucs comme tout le monde. Je veux dire, c'est un métier. Voilà. Non, mais ce que je veux dire, c'est que on peut avoir des pratiques qui sont pas nécessairement liées aux arts appliqués, mais qui le nourrissent. Et je veux dire, c'est un tout. C'est-à-dire qu'on est une personne et forcément, ce qu'on va faire à côté va nécessairement, si ça n'a pas un lien direct, nourrir quand même notre métier. Pardon. Moi, je veux juste rebondir sur ce que vous disiez parce que j'ai l'impression que c'est presque un peu contradictoire avec tout ce que vous avez exposé précédemment. C'est-à-dire que, effectivement, d'insister sur la nécessité presque fondamentale dans une pratique de designer, et c'est pour ça qu'on est des designers, enfin, que vous êtes des designers plasticiens, entre guillemets, enfin, ce sur quoi porte ce mois du design, et pas des designers ingénieurs ou parfois marketeurs, parce que souvent le marketing se substitue au design dans pas mal d'entreprises, c'est précisément d'entretenir. C'est peut-être pas une pratique plastique comme le disait Nathalie, mais par contre peut-être une espèce de... Vous parliez des méthodes tout à l'heure, une espèce de plasticité, je dirais, de l'esprit qui se va, comme tu le disais Pierre, de se nourrir en permanence. Donc, c'est peut-être pas rester sur les pratiques, mais je pense que fondamentalement, si vous arrêtiez de vous nourrir, et pour le coup, Xavier parlait de la travail un peu R&D, certes, qui est peut-être fait au sein de l'entreprise, mais qui permet, malgré tout, à Nacara de se différencier d'autres agences qui vont faire presque de l'application un petit peu plus de recettes. Donc, voilà, est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Je veux bien rebondir, je te passe la parole. Effectivement, je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est-à-dire que quand Pierre Dubourg dit « je dessine » et je dessine pour proposer quelque chose qui n'est pas issu d'une commande, c'est bien qu'il a son petit carnet de croquis sur lui, qui le suit tout le temps. Quand Xavier Ollier arpente les villes avec son œil, parce qu'elle a un œil
spécifique à une manière de voir, d'appréhender les matières, les finitions, les couleurs, les textures, les formes architecturales ou un produit, c'est bien qu'elle pratique au quotidien. Et tel un musicien, elle s'exerce, elle s'entraîne au quotidien. On a une pratique, oui. Sinon, on ne respire plus. Sinon, on n'a plus rien à dire. Et cette pratique-là, elle nourrit constamment le résultat d'un projet. Alors, il y a des périodes où on pratique moins que d'autres, ou alors on repose son œil, on repose sa main. Évidemment, nous ne sommes pas des machines encore, mais la pratique est intrinsèque, on l'a depuis tout petit. Sinon, on n'aurait pas fait un parcours artistique et on finira avec. Elle prendra des formes différentes, mais on l'a. Je travaille actuellement sur l'idée de la marche. On est un marcheur, et un marcheur qui arpente, qui peut le faire avec un objectif, bien reconnaître une ville, l'identifier, ou finalement dans l'errance totale, ou dans le ressourcement total. Mais tout ça, c'est une pratique qui accompagne une manière d'être. Je crois que la grosse différence, c'est que on le vit, on respire, enfin, c'est corporel, quoi. C'est quelque chose de constant, et la pratique, elle vient de là, oui. Et donc, je voulais juste rajouter que, effectivement, mes enfants et mon mari font des relevés chromatiques très régulièrement pendant toutes les vacances. Donc, effectivement, si on peut considérer ça comme un hobby ou une obsession ou quelque chose qui vous accompagne, effectivement, c'est le cas. Mais c'est pour ça que je disais que c'est quelque chose qui fait partie de nous. Et je pense qu'il fait partie de toute personne qui décide d'entreprendre des études en art. Et il me semble que c'est quelque chose qui va beaucoup plus loin qu'à l'entrée de l'école ou à l'entrée de l'entreprise. Ça, c'est un fait. Je profite d'avoir le micro pour poser une dernière question, puisque personne ne m'a demandé depuis. Est-ce que ce ne serait pas finalement une des difficultés de définir la recherche en design et la reconnaissance aussi du design comme une vraie science ou activité du design, le fait que finalement le design se définit essentiellement par les gens qui le font, donc par des individus, contrairement aux autres sciences qui cherchent peut-être beaucoup plus globalement à définir des paradigmes ou des méthodologies qui puissent s'appliquer à l'échelle de toute une discipline. Merci pour cette question. Alors, effectivement, je crois que la reconnaissance du design n'est pas problématique en soi, dans la mesure où c'est quand même inhérent à notre quotidien et il est quand même, si on parle de design en tant que chose, c'est quelque chose de polymorphe qui évolue et qui a évolué quand même depuis 2-3 siècles, et certains remontent à bien plus loin. En revanche, effectivement, l'idée de paradigme me semble intéressante parce que on rejoint ce que je disais au début, la démarche de mode de pensée, et donc de mode de transmettre, donc de mode de modéliser. Et modéliser une manière de penser est aujourd'hui, à mon avis, fondamental si, entre guillemets, on a des valeurs, quelles qu'elles soient, à définir dans le champ disciplinaire dans lequel on se trouve. Donc c'est peut-être par là une des entrées potentielles. Mais il y en a certainement d'autres qui sont aussi issus, parce que ce qu'on voit, ce qui me semble se dessiner dans le sens de dessin, EIN, c'est aussi que l'idée de paradigme est souvent remise en question parce que le design est déterminé non pas par un mode de faire, mais par des entrées liées à l'évolution technologique, voire l'évolution politique, voire des enjeux financiers, parce que c'est un peu un artiste en habit de travailleur, quoi, clairement, le designer. Et du coup,
même si son objectif c'est de réécrire constamment le cahier des charges qu'on va lui donner, parce que lui, il a envie d'en proposer un autre, il est contraint à une conjoncture et un environnement aussi. C'est-à-dire qu'il joue à la fois le rôle d'un traducteur, d'un interprète, d'un chorégraphe, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et du coup, déjà, si on arrivait à sortir des notions fortes qui puissent faire paradigme, ça pourrait être intéressant. Et c'est pour ça que tout à l'heure je parlais de poétique, parce que peut-être que finalement la manière d'envisager le design n'est juste qu'une forme potentielle de conception-création et appartient à un champ beaucoup plus large en fait. Bonjour, je voudrais rebondir sur cette dernière réponse. Vous disiez tout à l'heure que le design s'envisage pas seulement dans sa démarche, mais aussi dans son aboutissement. Qu'est-ce que finalement l'usager va retenir de son utilisation d'un objet design, par exemple? Qu'est-ce qui va se passer dans sa tête qui va être transformé par le design? Et du coup, est-ce que, par rapport à ce que vous disiez à l'instant, vous pensez que le design est fondamentalement militant? Il transmet forcément un message, du coup? Alors, je n'ai pas parlé de militantisme, attention. Alors, c'est peut-être effectivement jouer sur la frange ou à la marge du terme, mais quand on parle de catégorie de design, même si je déteste ce terme-là, mais on est obligé peut-être de passer par là avant de casser autre chose, c'est l'idée de paradigme en soi. Il y a donc plusieurs manières de dire et de transmettre quelque chose. Je ne suis pas en train de dire aussi que quand on fait un objet, quand on fait un service, quand on fait du design, on a un objectif à atteindre. C'est un peu comme un cinéaste. On fait une proposition et derrière il y a une réception. Il peut y avoir dans la manière de proposer et finalement dans l'étude des phases et comment on va amener les phases, parce que le design en tant que tel va s'accommoder ou va s'accompagner d'une phase de communication, d'une phase de médiatisation, d'une phase d'évaluation financière, de faisabilité, etc., etc. Toutes ces phases-là vont faire qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui est produit. Le résultat de cette production peut ou pas être pensé comme quelque chose qui va améliorer ou qui va permettre de rêver ou qui va permettre de mieux utiliser, etc. etc. Donc c'est au-delà d'un discours. Le discours, finalement, il est tout le long, c'est-à-dire comment je vais choisir mes matériaux, d'où ils vont venir, par qui je vais les faire fabriquer, en combien d'exemplaires, etc., etc. Par contre, la réception en tant que telle laisse, j'espère, une place au libre arbitre, clairement, parce que c'est un peu le discours. Alors, on peut des fois être dirigiste, effectivement, mais j'espère pour la bonne cause. Je pense au design médical, par exemple. Néanmoins, si on n'est pas là pour permettre aux gens de rêver encore un peu, ça veut dire que je rate tout ce que je fais au quotidien. Ouais. Juste un mot, je pense que ça fait partie du design de s'autonomiser un moment et de prendre sa liberté et de devenir autre chose. Et je trouve que c'est même ce qui est le plus poétique dans notre travail. C'est qu'à un moment, il y a une quatrième vie ou une deuxième vie de l'objet, du projet, etc., que l'on va créer. Et cette liberté-là, c'est une autre histoire qui se raconte. Oui, moi, c'était juste par rapport à la légitimité et l'existence du design. Enfin, voilà, moi, si on pense la chose de manière assez pragmatique, finalement, moi, si on enlève tous les discours sur le cheminement d'un projet, sur ce qu'on a voulu dire et tout ça,
finalement, je me dis que, bon, oui, on répond à une demande, mais le design en soi, c'est une activité hyper égoïste. Enfin, moi, je l'envisage comme ça. C'est-à-dire que je le fais pour me faire plaisir, sinon, c'est pas la peine de le faire. Et si ce que je fais en me faisant plaisir fait plaisir à quelqu'un, ben, tant mieux. Mais en soi, enfin voilà, moi je parle vraiment pas sur des catégories qui apportent des réelles solutions par rapport à un domaine médical ou des choses comme ça, mais sur vraiment de l'accessoire, du mobilier dont au final on n'a pas besoin. C'est vraiment une activité égoïste, purement égoïste et de plaisir, quoi. Parce que je veux dire, faire une chaise en plus, on est assis, ça fait un moment que vous êtes assis là, personne ne s'est plaint d'avoir des douleurs ou quoi que ce soit. Donc oui, faire dessiner une chaise en plus, ben, c'est parce qu'il y a une demande derrière, mais fondamentalement, il n'y a pas forcément ce besoin-là, quoi. Donc c'est vraiment quelque chose d'égoïste et pour le plaisir. Dans ce cadre du mois du design, on a notamment entendu parler de science et on parle de science et du design. Est-ce que ça veut dire que le design est ou n'est pas une science? Merci Estelle Guéry de cette question, sachant que vous êtes doctorante dans un laboratoire avec des physiciens et qu'en même temps vous avez une formation initiale de designer avec une spécialité couleur, effectivement. Je pense qu'il y a des spécialistes du design en France bien mieux, plus adeptes que moi à répondre à ce genre de questions et qui produisent pour cela. En revanche, je voudrais juste faire écho à le design est partout, vous l'avez dit, même maintenant à Paul Sabatier. Et il y a des Fab Labs qui initient au design, donc ça c'est partout dans les villes. Et il y a aujourd'hui un génératif là, qui s'appelle Design Thinking, qui est partout à travers le monde. D'ailleurs, le journal Le Monde, il y a 2 jours, je crois, a publié comme quoi le Design Thinking était... le design par excellence, enseigné partout, dans tout type de formation, qu'elle soit qu'elle soit à visée politique, économique, chez les ingénieuriques ou en sciences humaines et sociales. Et finalement, ce que je dis moi, c'est juste qu'il y a peut-être un amalgame de beaucoup de choses. Il y a peut-être des choses qu'on a dit innovantes qui ressortent du design et qui finalement ne sont pas innovantes. À une époque, on appelait ça des techniques de créativité, etc. Donc ça date. Et je dis juste qu'il n'y a peut-être pas à se poser la question si le design est une discipline en tant que telle. En tout cas, me concernant, je suis désolée, je reviens à mes premiers amours, à ce que j'appelle art appliqué. Ce qui veut dire que peut-être la question n'est pas là. La question est plutôt qu'est-ce que les gens qui en font ou qui pensent dessus ont à dire. Parce que l'enjeu, c'est plutôt de montrer une recherche en art au sens large, que l'art s'appelle design ou pas. Aujourd'hui, moi je peux juste remarquer qu'il y a moins de... et j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a de moins en moins de formations d'art plastique en tant que telles, comme on les enseignait avant dans les universités. Il en reste dans les écoles, mais finalement il y a quand même un paysage de manière générale qui s'homogénise dans les terminologies qu'on emploie, dans les diplômes que l'on donne, et qui, pour moi, sont dommages, parce qu'à une époque, justement, il y avait pour le coup du design avec des idéologies, on parlait beaucoup de l'Italie, on parlait du design du Nord, on catégorisait dans ce sens-là, mais qui étaient finalement des manières de penser le matériau, la forme, l'ergonomie, l'usage et les services qu'on créait avec, ou les produits qu'on créait avec. Je me dis que finalement ce débat, et là je dis le mot débat, était intéressant et enrichissant. Parce que du coup, ça a permis de construire de la pluridisciplinarité, d'aller chercher des savoirs, des savoir-faire à droite et à gauche pour finalement donner des colorations à chaque manière de produire le design, de faire des collections. Vous voyez, Et je trouve que ça, on est peut-être en train de le perdre. Et c'est là où je revendiquerais plutôt une recherche de...
je ne dirais pas identité, parce que c'est un terme quand même assez fort symboliquement, mais de coloration. C'est peut-être un défaut. Alors, il reste encore une question à poser dans la limite du temps. Si, je crois que madame, vous aviez une question. En fait, moi, je voulais réagir par rapport à la science. Moi, je suis scientifique. Je ne suis pas du tout designer. J'aime bien, ça m'intéresse. Mais en fait, quand je vous écoute, pour moi, vous faites une science. La recherche, l'expérience, la pratique. Moi, j'ai fait de la chimie et de la biologie. Ça passe par ça. La recherche, il faut un sujet. Sur l'égoïsme beaucoup de chercheurs sont très égoïstes et ils font la recherche parce que c'est quelque chose qui les passionne et ils ont du mal aussi des fois à déconnecter et tout leur quotidien souvent tourne autour de leur recherche. Voilà. Donc au niveau, je dirais, personne ou profil, pour moi, vous êtes des chercheurs. Enfin, si vous faites cette démarche, vous discutez avec un chercheur en biologie ou en chimie, il va vous dire la même chose. Pas du tout avec les mêmes mots, donc c'est vrai que des fois c'est un peu... on peut ne pas se comprendre, mais voilà. Et après, au niveau de la pratique et aussi de ce côté créativité et tout ça, alors j'ai envie de dire, les bons chercheurs, ils sont très créatifs. Et la créativité, elle va chercher parce qu'ils sortent de leur cadre. Parce que, en science, on a énormément d'exemples où, si les gens n'étaient pas sortis de leur cadre, on n'aurait jamais fait toutes les découvertes. Et attendez peut-être un peu pour être appelé science, mais par exemple, Pasteur, voilà. Ça fait aujourd'hui, il est honoré, voilà, c'est vraiment considéré comme un grand chercheur, mais à son époque, il était complètement dénigré et on remettait en cause son travail. Il y a des exemples encore plus récents où il y a 30 ou 40 ans, sur le cancer de l'estomac, il y a un chercheur qui a dit que c'est à cause d'une bactérie. Mais au moment où il a fait ses recherches, tout le monde lui a dit « mais non, c'est pas possible, au niveau de l'estomac, il n'y a pas de bactéries ». Et en fait, c'était lui qui avait raison. Mais il a mis 10 ans, facilement, pour apporter les preuves, concrétiser son projet, et il y est arrivé. Donc, moi, j'ai envie de dire, oui, vous êtes une science. si c'est un côté noble pour vous. Hein. Non, mais... Merci beaucoup pour votre intervention. En fait, effectivement, je vous remercie parce que vous pointez le doigt sur quelque chose qui est un peu de l'automutilation qu'on fait envers nous-mêmes. Alors, c'est intéressant parce que finalement, les disciplines artistiques, peut-être parce qu'elles sont plus récentes que d'autres dans les sciences humaines et sociales, sont en train d'essayer d'affirmer leur position, leur posture, et enfin leur place en tout cas. Et peut-être qu'on a trop tendance à rester monocentré et à ne pas, à ne pas dépasser en fait ce débat-là qui effectivement, en plus je l'ai dit, qui n'est pas très fertile en soi. D'autant plus que on le voit, les sciences dites dures, vraiment guillemets, finalement sont de plus en plus ouvertes à collaborer avec des profils, et, que ce soit avec les étudiants ou les doctorants, les expériences de collaboration avec différents champs disciplinaires nous prouvent bien qu'en tout cas on a une légitimité à être là. Donc effectivement, il faut peut-être qu'on arrête de se poser la question. Merci. Merci mesdames d'avoir très bien conclu finalement ce sujet de la recherche en design. Si vous souhaitez aller plus loin, je vous invite à regarder la feuille de salle qui a été éditée pour cet événement par le Quai du Savoir. Merci surtout de votre présence et de votre enthousiasme par rapport à ce sujet. Merci également à nos intervenants d'avoir été présents ce soir. Et merci à toute l'équipe du Quai des Savoirs pour leur accueil et leur soutien pour l'organisation de cet événement. Je vous souhaite une très bonne fin de soirée et merci pour votre présence. Bravo.
Thank you.